tout de suite la question de la semaine, donc avec mes collègues Ryoma Takeuchi et Raphaël Mille. On parle de politique, on parle de Trump. Oui. Donc, chers collègues, comme je le disais juste avant le jingle que j'avais oublié, on parle de politique, on parle de Trump, la politique de Trump donc à l'international. À quoi bon causer avec Trump? Est-ce qu'il y a des résultats de sa politique internationale? Qu'en est-il? Voilà. Comment débuter un débat sur une telle accroche? Dis-moi, Raphaël, a-t-on une... Mais parce que moi, j'ai envie, si vous voulez vraiment que je vous lance, j'ai entendu plusieurs fois que la politique de Trump, paradoxalement, avait rencontré de francs succès à l'international, alors qu'il avait été élu précisément sur une politique nationale qui avait tendance, elle, à peiner. C'est un paradoxe assez puissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pardon de vous griller les priorités, Ryoma. Le problème, en fait, c'est que, si vous voulez, il a été élu, oui, sur un programme national, mais aussi sur un programme international. Et pas des moindres. Et son programme international, c'est simple, c'est détruisez ce qu'a fait... voilà. De toute façon, il a été élu sur un programme anti-Obama, qu'il soit sur le plan national ou international. Donc à partir du moment où on est là, écoutez, c'est pas compliqué. Hein. On détruit l'accord sur le nucléaire iranien, because it's bad. Parce que c'est mal, je traduis pour nous. Oui, non mais j'allais le faire. Non, en l'occurrence, parce qu'il est mauvais. C'est plutôt dans ce sens-là. Vous savez, Donald Trump, il n'a pas beaucoup de vocabulaire, il faut être honnête. En général, il se contente de bad et very bad ou very, very bad. Donc, on va pas bien loin. Mais tout de même, ce que là on entend, c'est que sa ligne directrice est maintenue et donc il y a une certaine cohérence. Donc après tout, on peut discuter avec une personne qui va jusqu'au bout de ses idées. Et après tout, ce qui nous arrive, ou la déstabilisation du Moyen-Orient qui est-ce nous qu'il arrive, est vraiment cohérent? Ah mais ça justement, d'une certaine manière, c'est... Pour moi, il est cohérent. Lui pense qu'il est cohérent. Enfin, après, on ne peut pas et on ne va pas se mettre dans la tête de quelqu'un qui a quand même été élu président des États-Unis, donc de la première puissance mondiale, je tiens à le rappeler. Mais il a annoncé ce sommet avec la Corée du Nord, précisément en même temps d'avoir annoncé qu'il se retirait du pacte nucléaire avec l'Iran. Enfin, souvenez-vous quand même que en début d'année, plus précisément en septembre, il disait à propos de la Corée du Nord, à propos de Kim Jong-un, Rocketman is on a suicide mission for himself. Hein? Et après il dit ça se passe très bien avec Kim Jong-un. Excusez-moi, mais quand on traite un dirigeant de Rocketman, c'est-à-dire l'homme fusée, bon, ça c'est quand même à l'époque des réseaux sociaux, c'est plutôt banal d'avoir des mots durs, et puis après de faire le toutou. Ce que je veux dire, c'est pas sur le principe de traiter un dirigeant. Écoutez, ça s'est déjà fait plus d'une fois dans l'histoire du monde, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il dénonce la Corée du Nord pour faire plaisir aux Japonais, il faut être honnête. Ah bon, ça c'est une première nouvelle. Bah oui, c'est pour ça qu'il a dénoncé la Corée du Nord en septembre. Et puis il se rend compte qu'en fait, ça sert à rien. Et donc, il va revenir sur ses propos. Parce qu'au départ, il n'était pas du tout sur cette ligne-là. Hein. Donc, est-ce que Donald Trump finalement a une politique qui est plutôt axée sur la défense d'un système qui est déjà préconçu? Est-ce que c'est Make America Great Again? Ou est-ce que c'est finalement Leave the World, Leave the Shit Countries? Excusez-moi de reprendre ces mots. Mais voilà, est-ce qu'il va laisser au reste du monde ce à quoi ils ont droit, entre guillemets, je suppose en tout cas une forme de vision du monde un petit peu finie, mais voilà, est-ce que son système diplomatique est quelque chose de passéiste un petit peu? Mais les États-Unis ont vocation à rester une puissance qui est mondiale. Enfin, leur flotte sont partout dans le monde entier, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'océan
atlantique. Donc Et leur marque. Ils ont justement cette vocation à rester justement dans un rang mondial, même si on l'entend et on l'a entendu assez souvent dans les médias français ces derniers temps, la politique isolationniste, l'isolationnisme. J'ai envie de dire, il déclenche une guerre commerciale avec la Chine. Bon. Je n'ai pas assez d'éléments pour savoir dans quel sens et si la guerre commerciale va bientôt être finie et dans quel sens justement est-ce que l'avantage va plus à la Chine ou aux États-Unis pour l'instant. J'ai envie de dire c'est les deux qui prennent de grosses pénalités en ce moment. Ça n'est pas de l'isolationnisme. En tout cas, peut-être qu'au début, c'en est, mais les résultats font que maintenant, il y a des négociations avec la Chine sur sur justement les demandes de Trump qui étaient d'annuler 100 milliards sur les 375 milliards de dettes de commerce que la Chine avait envers les États-Unis. Et ces derniers jours, il a rajouté encore 100 milliards, donc 200 milliards sur les 375 milliards. Bon, c'est une politique qui est assez changeante, mouvante et surtout internationale. Internationale, mais d'abord américaine quand même. Oui, bien sûr. Enfin, le hic, c'est que j'ai l'impression quand même qu'on est un petit peu de retour vers la doctrine Monroe. Mm-hmm. Alors, je sais pas, ça vous parle, j'imagine. Oui. Bon, en gros, doctrine Monroe, c'est les Américains en Amérique, les Européens en Europe. Quand je dis les Américains, c'est pas les États-Unis, c'est les Américains, donc de toutes les Amériques. Ça reste dans une vision très pré-Deuxième Guerre mondiale. Oui, à l'époque, on sûr. considérait que les Amériques... Première Guerre mondiale plutôt. Voilà, mais ça c'est si et seulement si on considère que les Amériques sont à la périphérie du vrai continent de l'humanité, et ça, je pense que c'est une vision des choses qui n'est plus partagée par le reste du monde. Et surtout dans un contexte où la Chine devient... Moi, je reviens sur la Chine très souvent parce que, bon, je connais... je suis étudiant chinois. Il y a des pays qu'on connaît mieux que d'autres. Voilà, précisément. Et surtout dans un contexte, je ne suis pas sûr que la doctrine Monroe soit aujourd'hui... Non, mais j'avais pas fini, donc c'est... Bon, Raphaël. Ce que je veux dire, c'est... Ça me rappelle la doctrine Monroe sans en être une, je suis d'accord, sans l'être, puisque la doctrine Monroe, c'était foutre les Européens hors d'Amérique. C'était ça le premier but. Et en effet, c'était l'idée que, à l'époque, le Royaume-Uni était première puissance mondiale, la France était pas loin derrière. Je suis d'accord que historiquement, c'est faux. Néanmoins, le fait que Donald Trump ait quand même voulu il a quand même un petit peu changé la façon de négocier avec le monde. Ce sont vraiment des accords bilatéraux maximum, pas plus, alors qu'avant, les États-Unis étaient à la tête de l'ONU. C'est pas pour rien que le siège de l'ONU est à New York. J'ai l'impression quand même que, au fond, le siège de l'ONU à New York, ça n'a plus aucun sens actuellement pour le président des États-Unis. Non, mais le siège de l'ONU est à New York parce que justement, c'est le système post-Seconde Guerre mondiale qui était divisé en deux. Enfin, je ne vous apprends rien sur ce. En effet. Du coup, je ne vois pas où cela peut aller précisément. Pour ma part, en tout cas, la différence donc entre l'époque de la doctrine Monroe et notre époque actuelle, c'est que il y a en fait cette idée que les États-Unis sont un peu le centre du monde culturel, économique, financier, etc. En fait, on est sur peut-être l'idée d'un déclin, alors qu'à l'époque, c'était un petit peu... alors qu'au début du XXe siècle, il y avait finalement cette idée qu'il y avait une nouvelle forme de société qui émergeait, etc. Et on a l'impression d'en arriver au bout. Alors, est-ce qu'on arrive au bout du style de vie des États-Unis ? Est-ce qu'un pays qui n'a plus le premier plan sur la scène internationale est voué à la disparition ? Ben non, en fait. Il y a des pays qui sont considérés comme pauvres ou moins riches ou pas importants sur le plan diplomatique, qui continuent à exister, même si les choses ne sont pas... la vie n'est pas de rose tous les jours. Ça continue à exister. Ce qui se passe, en tout cas d'un point de vue diplomatique, c'est que, pour le coup, le symbole qui est
envoyer au reste du monde, c'est que oui, en effet, c'est un homme dont l'éducation et les bonnes manières sont tout à fait bancales, Douteuse. voilà, qui est à la tête d'un pays et dont la représentation en fait va être celle d'une catégorie, d'une classe moyenne ou populaire américaine qui en fait n'a plus du tout de souci du message, en tout cas du message universel ou universaliste. Et c'est aussi pour ça que les États-Unis ont un petit peu embrouillé, disons, le jeu diplomatique, ne serait-ce qu'avec l'UNESCO par exemple, ou avec la reconnaissance d'Israël comme la capitale, Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et d'ailleurs, le déménagement est pour dans pas longtemps. Oui. Et c'est là que je tiquais un petit peu sur ta remarque, Raphaël, c'est que par exemple, s'il s'agissait de faire plaisir au Japon, là en ce moment, le Japon est en tournée au Moyen-Orient de manière tout à fait autonome. Et voilà, il y a quelque chose. Il y a eu le traité de San Francisco, hein. Oui, mais pour l'instant, disons, le Japon a l'air de faire un petit peu. C'est quoi le traité de San Francisco, excusez-moi? C'est le traité de paix le traité de paix en ce qui concerne le Japon et qui a permis au Japon de retrouver son indépendance. D'accord. Et c'est vrai que d'une certaine manière, comme il s'agissait de lier la politique de défense, comme ce traité de San Francisco lié à la défense américaine et la défense japonaise, on peut finalement se dire qu'après tout, le Japon est le vassal des États-Unis. Et donc, ce que Raphaël sous-entendait, c'est donc que finalement, on va dire que dans le Japon, on peut trouver un émissaire non occidental, non blanc, non chrétien, qui permettrait peut-être, après tout, de se dire que le monde est sur une base de diversité. La richesse et la puissance du monde, comme nous le connaissons, est sur une base un peu plus diverse que le simple monde occidental. Ce qui n'est pas évidemment dans les faits la réalité, et ce qui pose des questions assez profondes, disons, dans ce système international. Mais là où je tiquais un petit peu, c'est donc je n'ai pas l'impression en tout cas que le Japon aujourd'hui, quand il fait une tournée au Moyen-Orient en disant nous ne sommes pas un pays chrétien et nous ne sommes pas un pays occidental, est en train de suivre les directives américaines. Ça n'est pas du tout l'impression que j'en ai. Mais j'ai pas dit ça. Mais si vous voulez, le hic, c'est que les États-Unis, vous dites, si je ne m'abuse, que au fond, ils vont finir par se casser la gueule, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est plus une puissance, une hyper-puissance comme ça a été le cas. Je me trompe pas, c'est ce que vous avez dit. En tout cas, je dis qu'on a tendance à dramatiser un petit peu le poids que peut avoir ce qu'on appelle la première puissance mondiale, en tout cas dans les esprits de l'humanité entière. Et d'une certaine manière, on se rend compte qu'on peut faire les choses sans les États-Unis. C'est peut-être à peu près là où je me situe. Oui, entre le moment où on peut se rendre compte qu'on peut faire les choses sans les États-Unis et le moment où ça devient pratique et réalisable, il y a une grosse différence. Moi, je voudrais vous amener... Je peux juste répondre d'un mot. Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, en effet, n'ont plus on peut faire des choses sans les États-Unis, en effet. Néanmoins, ça reste. Je sais que vous n'aimez pas le terme de puissance, ça je le sais très bien. Je dis tout simplement que la puissance n'existe pas. Voilà, voilà. Mais pour autant, dans les faits, il me semble quand même que les États-Unis sont une puissance et la première puissance mondiale, et le resteront encore pour longtemps, si ce n'est très longtemps. Du coup, j'aimerais un peu vous rediriger vers le même thème, mais une question différente. Là, j'ai sous les yeux les dépenses militaires en 2015, en milliards de dollars par pays, pour un peu attester du fait que les États-Unis soient sur le déclin ou non, ou la Chine qui commence à être menaçante. Alors, les chiffres sont sans appel, disons. Les États-Unis sont à 611 milliards de dollars, la Chine à 215, la Russie à 70, l'Arabie à 64 milliards, l'Arabie Saoudite, pardon. Merci. La France arrive à 56 milliards devant le Royaume-Uni
qui, eux, sont à 48 milliards. Donc, Et le j'avais Japon, entendu aussi Il me que... semble que le Japon c'est assez élevé aussi. oui, le Japon, c'est juste après le Royaume-Uni. Ouais. Et eux, ils sont à 46 milliards de dépenses militaires. Ce que je voulais dire, en fait, et ce que je voulais prouver par là, et d'autres choses que j'avais entendues aussi, c'est que, en tout cas, le budget de défense et militaire disait justement, les personnes qui y participent disaient, on peut arrêter les investissements dans le militaire pendant 40 ans, l'armée chinoise ne sera pas une menace pour nos intérêts. Voilà, ça a été dit, ça a été répété. C'est quelque chose qui m'a un peu marqué, je vous avoue, parce que c'est un peu arrogant, je trouve. Mais Qui était l'auteur de cette sortie? écoutez, je vous le dis tout à l'heure quand je l'aurai retrouvé, mais D'accord. je l'ai entendu à l'UHESS. C'était Guilhem Fabre, donc un chercheur à l'UHESS sur le numérique, qui revenait justement sur une présentation du futur, des investissements futurs, et donc de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Et il avait évoqué justement cette chose-là. Mais quand il disait nous, nos intérêts, il parlait en tant qu'Européen ou en tant que... Non, il se mettait à la place des États-Unis. Tiens, mais là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez révélateur dans la psychologie internationale. Mais bon. Mais le truc, c'est que une citation comme celle-là et le fait de ramener aux dépenses militaires, ça ramène aussi la notion de puissance à la puissance militaire. Or, une puissance ne se résume pas à la taille de son armée. Et c'est là que je vais aussi plus loin, c'est que ce qu'on appelle la puissance d'un point de vue purement psychologique, parce que quand cette personne parle en tant qu'Européen, mais se sentant protégée par les forces états-uniennes, en fait, elle fait de la puissance et de la capacité de nuire, le critère de son assurance physique. Et donc, il n'y a plus vraiment de considération d'ordre politique ou de système politique qui sous-tend ces affirmations. Et c'est pour ça que ma position est de dire que dans les relations internationales stricto sensu, celles qui dépendent d'une coopération, d'une relation d'existence mutuelle, la puissance n'existe pas. Oui, alors pour revenir justement à ça, c'était dans un contexte beaucoup plus large de présentation justement du rapport de force militaire et de cette question permanente qui était qu'en est-il de la confrontation entre ça revient aussi souvent dans les médias, les deux géants entre eux, donc maintenant la guerre commerciale qui a lieu, je le rappelle, entre la Chine et les États-Unis. C'était pas, il ne ramenait surtout pas et sûrement pas la puissance à la puissance militaire. Je montre mes gros bras parce que c'est une notion qui est beaucoup plus vaste que ça, moi je trouve. Alors c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, j'ai pas parlé de gros bras, Ouais, mais c'est moi. Oui, bien sûr. voilà. Après, disons qu'il y a en fait, je pense que si on se mettait à la place des entreprises multinationales, il s'avère que peut-être que après tout, l'État ne serait qu'un agent de promotion qui leur permettrait de faire du placement de produits. Et je suppose que certaines entreprises internationales seraient tentées de faire de la carte géostratégique le jeu de leur placement de produits. Et de ce point de vue-là... Mais ça, c'est pas nouveau. Ah oui, non mais bon, alors au moins je ne suis pas dans un délire extrémiste. Quand vous parlez de la carte géostratégique, c'est-à-dire les zones de guerre, quoi, non ? Les zones de guerre, ou ne serait-ce que par exemple les bases américaines, etc., même si elles ne sont pas... On se fait des actives. sous sur la guerre, c'est pas nouveau. Voilà, oui, ça c'est bon. C'est à peu près aussi vieux que l'humanité, hein. Enfin, aussi vieux que l'économie, d'accord. Voilà, mais de ce point de vue-là, si On l'a on très parle... bien vu dans Star Wars 8 d'ailleurs. si l'on parle des chiffres du commerce des armes, en fait, est-ce que ce sont des partenaires diplomatiques qui se font la guerre, ou est-ce que ce sont des puissances économiques qui profitent des tensions ailleurs dans le monde ? Et prenez Lafarge. Ouais. Lafarge qui va... En tout cas, ce sont des soupçons, qui est soupçonné quand même d'avoir donné quelques sous à l'État islamique, enfin, l'organisation État islamique. Et là, c'est pas un vendeur d'armes, Lafarge, hein, c'est un cimentier.
Bon, c'est au-delà même de la question de vendre des armes. Alors oui, vendre des armes, c'est l'économie de la guerre, mais l'économie de la guerre, c'est quand même beaucoup plus large que seulement ça. Et si vous me permettez de rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, Ivan, à propos du contexte plus global, il me semble que au-delà de la question, en effet, de ce qu'il disait, de ce que cette personne disait, voilà, que si pendant 40 ans il touchait pas aux dépenses militaires, bah, il serait toujours pas embêté par l'armée chinoise. Je suis pas sûr de la personne, mais enfin, je pense que c'est elle qui l'a dit et elle avait effectivement dit que c'était donc pendant 40 ans. Mais par ailleurs, en tout cas, les États-Unis ont une présence sur tous les territoires mondiaux qui n'est pas forcément une présence militaire, qui est une présence par les marques type McDonald's, etc. Donc une présence commerciale, c'est ce que vous dites. Une présence commerciale et pas seulement. N'oubliez pas que la monnaie qui sert aux échanges, c'est le dollar américain, états-unien si vous préférez, et surtout, la langue qui sert à tous, c'est l'anglais. Anglais américain ou... Mais on s'en fout, l'anglais. Enfin, je suis désolé, oui, c'est la même langue. Vous n'allez pas dire... Enfin, les Britanniques pourraient être de mauvaise foi en vous disant « It's not the same language », mais c'est la même langue. Que vous alliez aux États-Unis ou en Angleterre, vous allez parler la même langue. Et cette domination, mettez des guillemets tout de même, de l'anglais, permet quand même aux États-Unis d'avoir une portée sur le monde qui est assez forte. Bah, domination, oui, c'est un mot un peu fort, mais c'est d'ores et déjà, c'est une langue qui est utilisée pour la communication entre les peuples dans le monde. Peu importe où je vais, j'utilise l'anglais pour parler avec d'autres personnes. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'anglais ? Mais ça, c'est un autre débat. Non, je poserais la question d'une autre manière. C'est pourquoi le commerce, pourquoi par la langue en fait ? Là où on fait de la langue anglaise un critère de la puissance, c'est qu'on a une vision très utilitaire de l'échange. J'ai pas dit que c'était un critère de la puissance. J'ai dit que ça jouait, ça pesait dans la balance. Mais il s'avère par exemple que voilà, on a par exemple des zones de langage, enfin des parentés linguistiques. Des aires linguistiques. Voilà, des aires linguistiques qui ne font pas forcément des cohérences politiques et vice versa. Il me semble. Pensez à quoi là ? Je sais pas. Je pense par exemple aux langues altaïques. Bon, par exemple, c'est-à-dire cette Asie centrale qui a essayé de se fédérer autour de l'idée de langue altaïque. Peut-être après tout l'espéranto en Europe. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont plus ou moins artificielles ou plus ou moins naturelles de fédérer les personnes autour de la langue. Et à mon avis, ça n'est pas le fait de parler tous, de maîtriser la grammaire de la langue anglaise à des fins commerciales, qui fait de nous des agents de la culture américaine. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça et je ne le dirai jamais. Ce que j'entends, c'est que le fait que l'anglais soit utilisé majoritairement, soit la langue, typiquement quand vous passez le bac, c'est assez rare que la LV1 soit pas l'anglais, hein, pour ce qui est de la France. Le fait qu'on l'apprenne tous, ça facilite les choses pour les Américains. C'est dans ce sens-là. Mais est-ce que l'anglais a été instauré comme langue internationale après la Seconde Guerre mondiale ou avant ? Après. Vous êtes sûr de ça parce que en tout cas, si c'est pas après la seconde, c'est après la première. Hein, est-ce que c'est le fait des Américains ou est-ce que c'est le fait d'un empire mondial britannique ? Je sais pas si vous avez remarqué, mais on va peut-être retomber sur nos pattes. On n'a peut-être pas appris l'anglais dans la perspective de parler avec Trump. Exactement. C'est-à-dire, on a appris l'anglais à des fins utilitaires, afin de peut-être apprendre de nouvelles choses, peut-être se démarquer au sein de la classe, ou peut-être insister sur l'enseignement des langues. Hein. Si au bout d'un moment, quand on n'a rien à faire, on a moins de 10 à la moyenne, et puis on se dit qu'on n'insistera pas sur la moyenne, puisque de toute façon, ça ne donnera que un modeste coefficient 3. Il ne me semble pas que le système scolaire soit fait pour donner des portes de sortie vers les États-Unis. Alors, il est vrai que
les universités sélectives ont de très bons programmes avec les États-Unis. Il n'empêche que les premières destinations des étudiants français à l'étranger, je ne suis pas sûr que ce soit les États-Unis. C'est en Europe, mais faut pas oublier qu'on a quand même le système des Erasmus. Bah oui, qui est fait pour l'Europe. Hein. Qui est fait pour l'Europe. Et donc, il y a le président de la République, je crois qu'il a annoncé, si je me souviens bien, qu'il voulait élargir Erasmus à plus de possibilités. Ou le rendre obligatoire, je sais plus. C'était quoi exactement là bon, en tout cas, il voulait permettre à Erasmus d'être plus large. Mais le fait qu'il y ait cette facilité, entre guillemets, du système Erasmus qui permet d'aller dans un pays européen, ça fait forcément qu'on va pas aux États-Unis. Mais c'est dans la logique de la construction européenne. Hein. Ouais. Mais on apprend tout de même l'anglais pour pouvoir. La langue qui est utilisée à la Commission européenne, c'est l'anglais. Alors qu'il n'y a plus qu'un seul pays qui parle anglais. Il y en avait déjà 2 au départ, maintenant il n'y en a plus qu'un. Il y a quand même, dans les organisations internationales, il y a plusieurs langues officielles dans les plus grosses organisations. Dont le français, voilà. Qui reste en 2e position. Il n'y a pas de monopole, et en plus de ça, la francophonie française est quand même... La francophonie française, oui, c'est la francophonie sous le leadership de l'ancienne métropole, voilà. Et quelque chose qui parfois pose question dans le mouvement du monde, le mouvement de l'Afrique, le mouvement de tous ces pays anciennement colonisés qui tout simplement sont des partis ou essayent de trouver une autonomie grandissante. Donc peut-être qu'après tout, du jour au lendemain, nous déciderons que après tout, les États-Unis ne sont plus les personnages, ne sont plus les acteurs principaux, et que nous allons nous mettre tous à apprendre le chinois. Mais ça a donné avec Fluide Glacial lieu à des caricatures qui ont été très fortement attaquées. Mais le chinois est beaucoup plus dur que l'anglais. Ah, ça, je ne sais pas. En fait, il faut regarder les choses d'un autre angle. Quel anglais apprenons-nous ? C'est surtout ça. C'est un anglais facile, c'est un anglais qui est abordable pour tout le monde. Donc même les personnes qui vont être qui vont avoir le plus de mal à apprendre des langues étrangères pourront apprendre l'anglais pour apprendre un minimum de la langue anglaise. Le chinois n'est pas une langue simple, mais n'est pas une langue impossible, comme on essaye de nous le faire croire encore et encore. C'est ça. Moi, je ne pense pas qu'il faut prendre les langues par degré de difficulté, parce que toutes les langues ont leurs difficultés, et l'anglais, la difficulté, elle réside au moment où on veut aller dans les pays étrangers et s'y établir. Et justement, à ce moment-là, apprendre un vocabulaire qui devient un peu plus compliqué, un peu plus élevé. Ou alors, si on veut aller dans la littérature anglaise, là, bizarrement, notre anglais de terminale, où on a eu 17 au bac, ça ne suffit pas forcément. Si. Si. Oui, sûrement. Vous avez raison. Niveau terminal avec 17, si, c'est suffisant quand même. Il n'empêche que ça va peut-être faire écho à notre ancien débat, notre débat de la semaine dernière. Avec Laurent Bazin, oui, je pense aussi qu'il y a peut-être une forme de culturalisme qui est entretenue par cette idée de la difficulté des langues. Et donc, de ce point de vue, je dirais que... Enfin, est-ce que c'est complètement culturaliste ? En fait, la langue structure la pensée. On peut dire que la langue structure la pensée. Il n'empêche que j'espère que tous les Américains ne sont pas comme Donald Trump. Merci beaucoup, chers collègues, d'avoir suivi cette édition de LVU Weekend. Nous nous retrouvons, je l'espère, ou sans moi, la semaine prochaine, même heure, même lieu, en tout cas. Je confirme, ce sera le même lieu. Voilà, c'était à peu près ça. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis sur la plateforme YouTube. Et voilà, je rends l'antenne. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.